sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu'à la découverte du crime. Sans situation qu'instable, comme pour le poète, la veille, fêté dans tous les salons, applaudi dans tous les théâtres de Londres, chassé le lendemain de tous les garnis, sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête, tournant la meule comme Samson, et disant comme lui, les deux sexes mourront chacun de son côté. Exclu même. Or, les jours de grande infortune, où le plus grand nombre se rallie autour de la victime, comme les Juifs autour de Dreyfus. De la sympathie, parfois de la société, de leurs semblables, auxquels ils donnent le dégoût de voir ce qu'ils sont. Dépeints dans un miroir qui, ne les flattant plus, accusent toutes les tares qu'ils n'avaient pas voulu remarquer chez eux-mêmes, et qui leur fait comprendre que ce qu'ils appelaient leur amour, à quoi, en jouant sur le mot, ils avaient, par un sens social, annexé tout ce que la poésie, la musique, la chevalerie, l'ascétisme ont pu ajouter à l'amour, découlant d'un idéal de beauté qu'ils ont élu, et d'une maladie inguérissable. Comme les Juifs encore, sauf quelques-uns qui ne veulent fréquenter que ceux de leur race, ont toujours à la bouche les mots rituels et les plaisanteries consacrées, se fiant les uns les autres, recherchant ce qui leur sont le plus opposés, qui ne veulent pas d'eux, pardonnant leurs rebuffades, s'enivrant de leur complaisance, mais aussi rassemblés à leur pareil par l'ostracisme qui les frappe, par l'opprobre où ils sont tombés, ayant fini par prendre, par une persécution semblable à celle d'Israël, les caractères physiques et moraux d'une race, parfois beaux, souvent affreux, trouvant, malgré toutes les moqueries, dans celui qui, plus mêlé, mieux assimilé à la race adverse et relativement, en apparence, moins averti, accable qui les demande davantage. Une détente dans la fréquentation de leurs semblables, et même un soutien dans leur existence, si bien que, tout en niant qu'ils soient une race dont le nom est la plus grande injure, ceux qui parviennent à cacher qu'ils en sont, ils les démasquent volontiers, moins pour leur nuire, c'est qu'ils ne détestent pas, que pour s'excuser. Et alors chercher la vindicite, comme un médecin le ferait, l'inversion jusque dans l'histoire, ayant plaisir à rappeler que Socrate était l'un d'eux, sans songer qu'il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme, pas d'antichrétien avant le Christ, que l'opprobre seul fait le crime, parce qu'il n'a laissé subsister que ce qui était réfractaire à toute prédication, à tout exemple, à tout châtiment, en vertu d'une disposition innée tellement spéciale qu'elle répugne plus aux autres hommes, encore qu'elle puisse accompagner de haute qualité morale, que de certains vices qui contredisent, comme le vol, la mauvaise foi, la cruauté, mieux compris, non plus excusés du commun des hommes, formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace, et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes qui souhaitent de ne pas se connaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention, involontaires ou voulus, qui signale un de ses semblables au mendiant dans le grand seigneur à qui il ferme la portière de sa voiture, au père dans le fiancé de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir
se confesser, qui avait à se défendre, dans le médecin, dans le prêtre, dans l'avocat qu'il est allé trouver. Tous obligés à protéger leurs secrets, mais ayant leur part dans le secret des autres que le reste de l'humanité ne soupçonne pas. Et qui fait qu'à eux, les romans d'aventure les plus invraisemblables semblent vrais, car dans cette vie romanesque, anachronique, l'ambassadeur est ami du forçat, le prince, avec une certaine liberté d'allure que donne l'éducation aristocratique et qu'un petit bourgeois tremblant n'aurait pas, en sortant de chez la duchesse, s'en va conférer avec la pâche. Partie éprouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée, là où elle n'est pas étalée, insolente, impunie là où elle n'est pas devinée, comptant des adhérents partout, dans le peuple, dans l'armée, dans le temple, au bagne, sur le trône, et ici même dans ce théâtre. Vivant enfin, du moins grand nombre, dans l'intimité caressante et dangereuse, avec les hommes de l'autre race, les provoquants, jouant avec eux, à parler de son vice comme s'il n'était pas sien. Jeu qui est rendu facile par l'aveuglement ou la fausseté des autres. Jeu qui peut se prolonger des années jusqu'au jour du scandale. Ces menteurs sont dévorés. Jusque-là, obligés de cacher leur vie, de détourner leur regard d'où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire, contrainte sociale légère auprès de la contrainte intérieure que leur vice, ou ce qu'on nomme improprement ainsi, leur impose. Non plus à l'égard des autres, mais de même, et de façon qu'à eux-mêmes, ils ne leur paraissent pas un vice.
Merci à vous tous d'être venus ce soir, d'avoir bravé le froid pour assister à cette libre adaptation d'un débat qui n'a jamais eu lieu entre la philosophe américaine Laurie Paul de l'Université de Caroline du Nord et l'écrivain français Marcel Proust, mort et enterré au cimetière du Père-Lachaise. I would like now to introduce the inimitable Jenny Judge, who will moderate the panel discussion. Submerging yourselves with us here at the tank this evening on a very cold New York night. So we've all had an experience of art this evening, and it's been an experience of art of a distinctive kind because it's been one that has interrogated its own nature. So we have been invited to ask ourselves, what makes experiences of art distinctive? What makes them so powerful? What is it that experiences of art seem to be able to do that other experiences don't seem to be able to do? And there are two rough questions that have been raised by this evening's performance. First of all, can art ever help us to stand in the shoes of somebody else, to inhabit somebody else's perspective? And the second question is, can art transform us? Can it rearrange our values? Can it kind of give us new values that we didn't have before? And how should we think about that capacity that we sometimes intuitively think art does have? So, luckily, we're not on our own when it comes to navigating this tricky terrain because we've got two very special guests with us here this evening that will help us to make sense of these questions. So, first of all, I would like to introduce Lydia Gurr. So, Lydia is Professor of Philosophy at Columbia, and her research focuses on issues in German aesthetic theory, in particular the relationship between philosophy, politics, history, and music. So can we please welcome Lydia? And in addition to Lydia, I'm very pleased to welcome Kyle Bukhari, who is a dancer, choreographer, researcher and lecturer in the dance department at Sarah Lawrence College. His current work focuses on the relationship between artistic media and notions of embodiment of the ordinary. So here he is in a very fetching. I think Lydia and Kyle want to stand, but I will just sit because I'm lazy. So, Lydia, can we start with you, please? I think many of us have the intuition that art can at least sometimes help us to inhabit the perspective of others. And I wondered what it is that you think the nature is of this connection between empathy and this experience. Well, my feeling is that if I had to walk around the world with my arms doing this most of the time, I really wouldn't want to be a bat. My question is not, can we inhabit the shoes of others, but why we would be interested in doing so in any case. And I remember a few years ago, and it comes up in the Proust that we had tonight, I was invited to go and look at the new Jewish Museum in Berlin when it didn't yet have anything to put in it, and it was just an architectural structure. And in this space, the man very eagerly took us on a tour and said, we've designed this museum so that you can really feel what it's like to be on a train going to a concentration camp. And I snapped back, rather too rudely, why would anyone ever want to have that kind of experience? Why would one ever want to do this? I don't want to go anywhere close to that kind of experience, thank you very much. Anyway, I was thrown out of the museum accordingly. But in that period, I was actually writing on such subjects, bombastically so, and I found myself, and this is my point,
having a Freudian dream, and it went on, and this is not a lie, I'm not making it up. And I used to dream that I was in something like a house like Anne Frank's house in somewhere in Europe, and I was in the attic, and I was always looking down at the floor beneath me, looking at people who were about to be arrested and deported. And for month after month, having this dream, I could never find a way to get down to their floor. I simply couldn't get down. And I learned from this dream that it was a failure to stand in the shoes of others. I wanted to understand at that point what it would feel like to be suffering, to have that kind of fear that these people had. But I realized that I didn't have the capacity to even come close. And I stood on a different floor. And at that time, Ted Cohen at the University of Chicago was promoting a theory of humor, where he told us that a condition of getting a joke was that one had to be able